Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Après une trêve internationale d'une semaine, la Ligue Butagaz Energy va reprendre ses droits. Les Dragons sont dans les starting blocks, elles ont une opposition qui les attend face à Toulon ce samedi. C'est pas pour autant qu'il s'est rien passé dans l'actualité du monde du handball cette semaine. On va faire un point sur toute l'actualité, ce sera avec notre invitée du jour, la gardienne de Metz Handball, Camille Depuiset. Comment ça va Camille ? Ça va, et toi ? Prête à débattre un petit peu de tous les sujets d'actualité ? Prête. On est prêt. Et ce sera avec également Rémi Alizzi, notre chroniqueur, qui nous vient de l'Ami Hebdo. Salut tout le monde. Alors je vous le propose tout de suite, on va commencer cette émission en évoquant les résultats de la trêve internationale. C'est la première mi-temps. On l'a assez largement évoqué la semaine passée, 9 joueuses de Metz Handball ont rejoint leur sélection nationale du 25 février au 4 mars pour disputer les qualifications à l'Euro 2024 qui se tiendra en fin d'année. On a les JO en tête, mais il y aura aussi l'Euro. 3 Danoises, une Allemande, une Croate et 4 Françaises. Il y aurait dû y en avoir une de plus, elle est sur notre plateau. On va commencer par prendre des nouvelles. Camille, comment ça va cette blessure ? Ça va, ça avance tranquillement. Je me suis fracturé le doigt à l'entraînement il y a maintenant 2 semaines et demie, en me prenant le doigt involontairement dans un maillot. Donc, j'ai pas eu besoin de me faire opérer. Donc ça, c'était la bonne nouvelle, si on a une à en tirer. Donc voilà, je suis encore immobilisée. J'ai passé des radios de contrôle récemment. Je dois encore en repasser une dans quelques heures. Donc on verra comment ça avance. Sur la dernière, ça avait l'air de plutôt bien se consolider. Donc voilà, j'ai pu commencer à retravailler la mobilité de mon doigt, reprendre un petit peu de force cette semaine, mais il est encore un petit peu gonflé, donc il faut encore un petit peu de temps, mais j'espère que ça pourra, je sais pas, peut-être en 2-3 jours au final, aller mieux et que je retrouverai vite les terrains. Alors cette blessure, tu l'as subie à 2 jours du record à Strasbourg, du gros match contre les Pirates, mais aussi juste avant un rassemblement de l'équipe de France. Moralement, tu l'as pris comment cette nouvelle ? Ça a été un peu dur. C'est vrai que j'ai été assez mitigée parce qu'il n'y a jamais de bons moments pour se blesser, il n'y a jamais de bonnes blessures. Et quand on est sportif de haut niveau et qu'on se blesse, on a toujours l'impression que c'est la fin du monde. J'ai essayé de vite relativiser en me disant que j'aurais pu avoir une blessure plus grave, qu'au final, j'ai pas eu besoin de me faire opérer sur mon doigt, que voilà, j'allais vite revenir, que je pouvais travailler physiquement sur tout le reste, donc ça allait pas non plus me faire perdre trop en état de forme, et que peut-être qu'il valait mieux que, entre guillemets, que je me blesse maintenant s'il y a un choix, quand est-ce qu'il faut se blesser, même si j'aurais préféré que ça n'arrive pas, plutôt que, je sais pas, un jour de notre quart de finale de Ligue des Champions, des très gros matchs de championnat et de Coupe de France qu'on va avoir, des encore grosses échéances qui, je l'espère, arriveront avec l'équipe de France. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul et de me dire que ça allait me permettre de me refaire une petite prépa physique pour revenir fort sur les matchs très importants sur la fin de saison. Et même si ça a été très, très frustrant de rater le super match dans l'ambiance à Strasbourg, et aussi le stage avec l'équipe de France auquel j'avais vraiment hâte et envie de participer parce que c'était le premier stage après le retour du mondial et le retour en France aussi devant un public nombreux. J'essaye de rester positive et de travailler, et je sais que ce sera bientôt derrière moi. Initialement, sur le timing de ton retour, on évoquait un retour fin mars, potentiellement pour les matchs contre Nantes et Brest. Ces matchs-là, ils sont importants dans la saison. C'est un objectif que tu t'es fixé, revenir coûte que coûte pour ces échéances-là ? Oui, tout à fait. On a aussi la chance qu'on s'est donnée d'avoir été qualifié directement en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, il y a 2 huitièmes qu'on joue pas. Et ça me permet aussi, du coup, de peut-être pas me mettre trop de pression, ou de vraiment pouvoir, je pense, avec le staff, reprendre à mon ressenti. Pas forcer peut-être de reprendre malgré quand même la douleur et de serrer les dents. Donc voilà, ça avance bien, je suis confiante. Ce serait une grosse surprise de pouvoir jouer à Dijon la semaine prochaine, j'espère, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je vais pas me presser et faire en sorte d'être totalement opérationnelle, sans douleur et au maximum de ma force pour les matchs contre Nantes et contre Brest.
On le sait, tu vas vite la laisser derrière toi, cette blessure. On va la laisser derrière nous aussi. On va revenir à nos résultats internationaux en commençant par la Croatie. Le retour à domicile n'a pas vraiment changé la dynamique pour les Croates. Défaite 26-24 lors du match aller. La Croatie s'est une nouvelle fois inclinée 23-25. Mia Brkić est restée muette lors de ces 2 matchs. Ce résultat place la Croatie à la 2e place de sa poule, à égalité avec la Grèce. Il faudra faire mieux lors des prochaines échéances internationales pour espérer cette qualification à l'Euro. Du côté de l'Allemagne, eh bien, ça a un petit peu plus brillé lors de cette trêve. Il y a eu un 18-40 très convaincant en Slovaquie. Eh bien, le match retour s'est soldé par une nouvelle victoire allemande, 32-18. C'était à Düsseldorf. Alina Grichels a scoré 3 buts de son côté. Ça a été un petit peu la fête pour les Allemandes qui ont réussi leur mission. Du côté du Danemark, l'équipe ne s'est pas non plus laissée faire face à la Pologne. Après une première victoire 22-26, les joueuses de Jesper Jensen se sont imposées 39-31 au match retour. Christina Jorgensen a scoré 7 buts, rien que ça. Anne-Mette Hansen en a mis 3 et Lise Burgard a ajouté un but de son côté. Camille, tu as suivi un petit peu les performances de tes coéquipières internationales? De mes coéquipières françaises, oui. On va y revenir aux Françaises. Très vaguement des filles. C'est vrai que je suis une grande friande de handball et que dès que je peux regarder un match, je regarde. Mais que c'est toujours un petit peu compliqué quand tu es blessé d'être derrière ta télé et c'est un petit peu frustrant. Tu as envie d'être sur le terrain et ça te rappelle que tu devais peut-être y être et finalement non. Donc c'est toujours un peu délicat, mais j'ai suivi de loin. J'ai vu que les filles avaient pris plaisir aussi cette semaine à retrouver leur sélection et je pense que c'est toujours bien pour les internationales aussi de pouvoir bénéficier de ces moments de trêve. La plupart, elles rentrent dans leur pays natal, elles peuvent voir, même si c'est pas longtemps, leur famille et ça leur fait toujours du bien quand elles reviennent ici à Metz. On les sent, en pleine forme, avec un petit regain d'énergie, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Rémi, le Danemark et l'Allemagne sont fermement en tête de leur poule. Ça devrait plutôt bien se passer niveau qualification et donc tout doit tracer vers l'Euro. Il restera une trêve internationale au mois d'avril. Ça se passe plutôt bien pour les Messines de ce côté-là. Il y a juste la Croatie pour qui c'est un peu plus délicat. Ouais, mais c'est pas surprenant. On n'est pas sur une grosse génération de l'équipe de Croatie. On peut pas dire que l'équipe de Croatie donne aussi une ossature à Metz Handball puisqu'on va faire le lien entre les deux. Si on prend le Danemark, évidemment, une grande partie de ce qui fait la force de Metz Handball fait aussi la force de cette équipe danoise. Oui. Metz Handball est au top en Ligue des Champions, premier de son groupe. Le Danemark est logiquement une des meilleures équipes avec la Norvège et la France du monde. Voilà, donc c'est pas surprenant. On souhaite toujours immensément de bonheur aux joueuses qui portent le maillot de Metz, sauf lorsqu'elles jouent contre l'équipe de France, bien naturellement. Donc, j'ai pas vu le match en entier du Danemark, mais je vois à chaque fois que les filles de Metz brillent et c'est pas une surprise. Voilà, c'est pas une surprise. Elles brillent partout et c'est hyper logique de voir le Danemark à Paris. Ouais, on peut parler aussi d'Alina Grichels qui a continué sur sa lancée aussi bien au scoring qu'aux passes décisives. On en a vu quelques images un petit peu avant. Il nous reste à évoquer le résultat de l'équipe de France qui c'était face à la Slovénie. Une victoire 20-35 à l'aller a laissé place à un très gros 41-22 au Palais des Sports d'Orléans gonflé à bloc. Chloé Valentini a surnagé avec 8 buts, meilleure buteuse à égalité avec Tamara Horacek. Lucie Grani a marqué un but et Sarah Boukhtine n'a pas réussi à en faire autant, mais elle a été bien présente sur le terrain. Elle a disputé ce match. Atadou Sakho, par contre, est resté en tribune au bénéfice de Floriane André qui a eu un petit peu de temps de jeu. Rémi, on pensait peut-être la Slovénie un tout petit peu plus solide que ça. Finalement, la France a montré qu'elle avait vraiment la stature de championne du monde et de candidate pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Je pense pas qu'on ait surestimé la Slovénie, mais on sous-estime l'équipe de France. Parce que on a le souvenir de matchs compliqués face à la Slovénie et face à ces équipes qui sont dans ce rang mondial. Sauf que l'équipe de France a acquis un statut et surtout une confiance hors du commun. On sait que le handball est un sport où le rapport de force, s'il est différent, il est compliqué de le renverser, à part match catastrophique, à part petit. On a vu pendant Metz Handball contre Aronheim, ça a été compliqué au départ, mais quand Metz Handball est en route et quand les filles sont en confiance, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais l'équipe de France, c'est ça aujourd'hui. C'est une équipe qui, face à la Slovénie, tu prends les joueuses une par une, tu as quelques joueuses de classe internationale, on les connaît trop bien du côté de la Slovénie, Anna Gross en tête, Jascha Stanko. Mais après, c'est le rang du dessous, le très haut niveau, mais le rang du dessous. L'équipe de France, t'as pas assez d'une main ou de deux mains pour comptabiliser les joueuses du niveau international, du niveau mondial. Elle joue à Brest, elle joue à Metz surtout, elle joue partout dans les meilleurs clubs du monde. Donc voilà, et elles sont en forme. On avait presque rigolé sur le fait que Chloé Valentini avait pas fait des matchs extraordinaires la dernière fois, puis on s'est dit
n'a pas trop d'inquiétude quand même. Regardez le match qu'elle a fait là. Regardez le niveau des gardiennes. On a une gardienne en face de nous. Regardez la concurrence en équipe de France au poste de gardienne de but. Mais c'est surréaliste. Moi, j'ai jamais vu ça. Qu'une nation possède autant de gardiennes de ce niveau-là. Cléopâtre Darleux, qui joue plus au handball en ce moment, qui est une des meilleures gardiennes du monde. Laura Glauser. Elle va revenir normalement. Laura Glauser, qui est pour moi une gardienne extraordinairement sous-cotée. Vous avez vu le match qu'elle a fait, le début de match, elle a complètement écœuré la Slovénie. Ado Sako, on va pas la présenter. On a Camille Depuisé qui est blessée. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'équipe de France. Floriane André qui pousse un petit peu derrière, la Nantaise, future brestoise. Ouais, bon, je la mettrai un petit peu en dessous, Elle est là. mais elle est là. Voilà, regardez, c'est ça le niveau de l'équipe de France, et ce qui se passe au poste de gardienne, on peut le cumuler à d'autres postes aussi. Donc il est complètement logique, quand on regarde de façon très froide, de voir cette équipe battre à ce point la Slovénie, marcher sur la Slovénie. Camille, Rémi parle de la concurrence au poste de gardienne dans l'équipe de France. C'est un moteur pour toi, ces occasions de concurrence avec beaucoup de joueuses de très haut niveau. Tu dis, il faut que j'aille plus loin, plus fort qu'elle. Un moteur, c'est pas, je réfléchis pas comme ça. C'est parce que moi, mon moteur à moi, c'est d'être meilleur que moi-même la veille et de devenir la meilleure, mais sans parler de comparaison ou sans me dire il faut que je sois meilleure qu'elle. C'est vrai que ça fait des années que la France a un vivier au poste de gardienne de but assez conséquent et assez important. Et c'est aussi un poste au final qui est à longévité. Et, c'est dur d'y faire sa place, mais une fois que tu as réussi à la faire aussi, tu restes peut-être plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'au final, quand il y en a des plus jeunes qui arrivent derrière, ça s'accumule un petit peu jusqu'au jour où peut-être celles qui arrêteront, ça refera un va-et-vient comme ça. Et voilà, c'est vrai que je suis à un poste compliqué, je le sais. C'est dur de se faire sa place. C'est pour ça aussi que c'est toujours dur de rater chaque occasion de pouvoir être sélectionné avec l'équipe de France, parce on sait jamais si ça arrivera de nouveau. On sait qu'il faut aussi montrer en club pour que ça continue. Donc, il y a des paramètres, voilà, comme ça qui sont un peu compliqués quand tu te blesses, mais il faut essayer de pas trop psychoter et de se dire que le travail qu'on fait au quotidien, il payera peut-être plus tard s'il paye pas maintenant. Et puis, c'est comme ça que ça doit se passer. En tout cas, ce match contre la Slovénie, c'était une grande fête encore du handball. On était très contents la semaine dernière de parler du record 5616 spectateurs à Strasbourg pour le match avec Metz Handball. Et bien là, c'était 9000 spectateurs qui étaient présents pour l'équipe de France. Alors, il y avait cet aspect retour après le mondial, un peu le retour des héros. Alors, Camille, je sais que tu aurais bien voulu y être, etc. Mais moi, j'ai envie de parler du contexte plus global. Ça nous donne une bonne indication sur la bonne santé du handball français, du handball féminin de surcroît. Ça va plutôt pas mal. C'est un sport qui est en train de se démocratiser et qui attire vraiment beaucoup de monde. Je dirais plus que ça se confirme plutôt que ça nous rassure. J'avais pas forcément de doute quant à l'engouement de la France et des supporters autour du handball. Mais ouais, comme je te disais tout à l'heure, tu es sur ton canapé et tu ronges un peu ton frein quand tu vois des moments comme ça, parce que ça reste des moments de partage incroyables avec les gens. Et moi, c'est aussi vraiment quelque chose qui m'anime dans mon métier et dans ce que je fais. Je joue pas au handball pour jouer dans des salles vides ou pour pas partager d'émotions avec les filles sur le terrain et les gens qui nous entourent et qui nous supportent. Et de voir autant de personnes réunies pour un match de handball féminin, c'est fou. Je pense que la fête était encore plus belle avec la présentation du trophée du mondial et ça avait l'air vraiment top, avec en plus du coup voilà un score fleuve. Les gens sont forcément heureux et je pense que c'est de bon augure pour les Jeux qui arrivent, pour continuer à mettre en lumière le sport féminin de manière générale au-delà du handball. Les gens prennent plaisir à venir nous voir jouer et le handball, c'est un des plus beaux sports, si ce n'est le plus beau. Je prêche pour ma paroisse, mais les gens, ils accrochent. Donc voilà, ils vivent des belles émotions. Ils voient qu'il y a des filles simples, humbles, qui partagent avec leur public et c'est pas donné partout. Donc ça peut que être une bonne pub pour le sport français. On va continuer à dire, venez voir les performances dans les salles. Ouais, Ce sont des incroyables émotions. Ce match, il n'est ni à Metz, ni à Brest, ni à Paris. Il est dans une ville où il n'y a pas d'équipe de niveau de handball féminin. Donc potentiellement, les gens sont moins connaisseurs de handball féminin. Et ils tombent amoureux de ces filles qui, alors, premièrement, gagnent des titres, les plus beaux titres, le titre olympique et les titres mondiaux, vont être une des sensations des Jeux olympiques de Paris qui ont lieu en France, malgré qu'on râle après tout ce qui se passe autour des Jeux,
qu'on manque, à mon sens, un petit peu d'enthousiasme, on voit que les gens sont prêts quand même à être derrière les sportifs. Ça va monter l'enthousiasme, ça va venir. Ça va être une fête formidable, les gens vont suivre cette équipe de France de handball féminin. Et on observe aussi, parce qu'on l'entendait de temps en temps en disant les hommes sont tellement forts en handball. Ce qui est vrai, l'équipe de France est tellement forte, les clubs français sont tellement forts aussi en handball masculin, qu'il n'y a peut-être pas la place pour les filles. C'est complètement faux. C'est une aberration absolue. On voit que les garçons restent au top, écrivent des histoires formidables avec... le scénario du dernier Euro masculin est extraordinaire. Mais les gens ont envie de voir les deux. Les filles, les garçons ont envie de voir les deux équipes françaises qui gagnent. Il y a de la place pour tout le monde. Et je suis très content parce que moi, je suis pas vieux, mais j'ai vécu encore l'époque où quand tu étais fan de handball féminin, alors non seulement tu regardais les filles faire du sport, c'était pas très courant, et en plus tu regardais du handball et personne ne regardait du handball. Maintenant, on se rend compte que non, c'était pas une curiosité. Il n'y avait pas qu'à Metz qu'on aimait le handball féminin. Ça déborde partout en France, même à Orléans, 9000 personnes, même quand c'est diffusé sur une chaîne gratuite. Parce qu'il y a aussi ça, la bataille. Oui, mais si on le diffuse sur une chaîne gratuite, personne ne va venir au stade. C'est pas vrai. Tu peux le diffuser autant que tu veux. Les gens vont regarder à la télé. Les gens vont aller profiter de la ferveur dans une arène parce que ça n'a pas de commune mesure avec ce que tu peux voir à la télé. Donc voilà, c'est que du positif. Moi, je vois aucune ombre au tableau avec tout ce qui entoure ce handball féminin. Et ce ne sont pas nos téléspectateurs qui vont nous dire le contraire, j'en suis certain. Ah ouais. Après, il y avait Fleury à Orléans. Oui. Ouais, c'est vrai. Qui a pendant des années été au top, et il y a Saran chez les garçons qui une semaine auparavant avait rempli ce Comet-là en organisant un événement aussi un peu fou avec un gros concert après le match contre le PSG, ils avaient réussi à remplir avec les 10 000 personnes aussi. Donc c'était encore plus, je pense aussi, ça allait apporter des spectateurs à l'équipe de France et ça a été tant mieux. Ouais, on va continuer d'avoir des belles fêtes, c'est certain. On va la revoir, l'équipe de France, dans un mois, finalement, au mois d'avril. Il reste 2 matchs de qualification pour l'Euro, Rémi. L'Italie, la Lettonie, qui n'avaient pas vraiment fait illusion lors des précédents matchs. Est-ce que tu crois qu'Olivier Crumbles pourrait faire tourner maintenant que la France est qualifiée, ou est-ce qu'il va préparer coûte que coûte ces JO avec le groupe existant? J'ai une petite idée de la réponse. Je pense que son obsession, c'est de préparer les JO, connaissant... le pragmatisme d'Olivier Crumbles, il ne sera pas dans une logique d'essayer de faire plaisir à quiconque. Voilà, je pense que le seul plaisir qui pourra arriver au handball français, c'est un titre olympique maintenant à Paris. Mais la réserve que j'aimais, c'était la même qu'il y a quelques mois, c'est que l'opposition lettonne et italienne n'est pas idéale pour préparer une compétition dans laquelle tu vises la médaille d'or. Voilà, aussi méritoire que soient les fédérations italiennes et lettonnes, elles ne boxent pas du tout dans la même catégorie aujourd'hui que la Fédération française de handball. Et moi, je milite pour qu'il y ait un step entre les divisions internationales, parce que on parlait d'intérêt du handball féminin. Voilà, moi, je trouve pas que ce soit une très belle promotion quand tu aboutis à un match avec 40 buts d'écart entre 2 nations. Bon, voilà, c'est discutable. On avait eu ce débat. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Voilà, moi, je suis pas convaincu de ces matchs-là, et je suis pas convaincu non plus que cette opposition soit quelque chose de très utile en prévision d'une grande compétition. Voilà, une opposition interne entre Françaises, je pense, donne plus d'indicateurs à Olivier Crumbles. C'est certain. En tout cas, on a été... Mais bon, il faut les jouer, et puis il faut respecter ces équipes. Il y a aussi un match contre la Roumanie. Ouais, et ça, c'est différent, par contre. On est toujours content aussi de voir l'équipe de France faire de grosses performances. Et c'est aussi comme ça que les petites équipes arrivent à se développer, c'est en allant jouer contre des plus grands et en apprenant de ces oppositions-là. Donc il y aura toujours du positif à trouver. On aura l'occasion en tout cas d'en reparler dans cette émission. On a été assez bavard sur cette première partie. On va continuer à parler de l'actualité de Metz Handball, notamment du mercato avec les différents mouvements qui ont été annoncés cette semaine. Mais pour le moment, on va marquer une courte pause. Ne quittez pas, on revient très bientôt avec plus d'actualités autour de Metz Handball. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mac, toujours avec notre invité du jour, Camille Depuiset, la gardienne de Metz Handball, et notre chroniqueur, Rémi Alésine, de l'Ami Hebdo. Je voulais annoncer un petit peu avant la coupure, on va ouvrir une petite page mercato avec une annonce qui a peut-être pu en surprendre certains. Mia Brkic, que l'on pensait barrée et sur le départ en raison du retour d'Anne-Emmanuelle Augustine pour 2 saisons, eh bien elle a finalement prolongé, elle aussi, Mia Brkic, pour 2 saisons avec Metz Handball, mais elle sera prêtée pour l'intégralité de ces 2 saisons au RK Podravka Vegeta en Croatie. Donc elle retourne au pays dans un club qui jouait encore il n'y a pas si longtemps le plus haut niveau européen et qui compte bien y retourner rapidement. Rémi, c'est assez nouveau cette stratégie de Metz Handball de signer des joueuses sur peut-être un petit peu plus long terme et de les envoyer peut-être se développer. On sait qu'elle a une année en option qui pourrait lui permettre de revenir après ce prêt. Moi, je pensais pas avoir bien lu l'info quand je l'ai lu la première fois. 2 ans de prêt, je trouve que c'est énorme.
Alors, ça veut dire une chose, déjà, c'est que Mess Handball compte sur cette joueuse, parce que tu ne la prolonges pas 2 ans pour la prêter 2 ans si tu ne comptes pas sur elle. Ce qui est sûr aussi, c'est que tu joues qui a des qualités internationales croates, qui les a pas encore exprimées totalement à Mess Handball. Elle doit encore grandir, et il est intéressant pour elle d'aller dans un club de niveau moindre pour acquérir de l'expérience et faire des matchs de haut niveau. Après, voilà, je reste sceptique sur ce système de prêt de 2 saisons. Parce que je comprends pas trop pourquoi on ne fait pas une saison, ce qui se fait de manière plus classique, pour faire le point l'année prochaine. Parce que on n'est pas sur une joueuse de 16 ans, on a une joueuse qui a 20 ou 21 ans. 21 ans. Voilà, donc elle peut très vite franchir un palier et très vite être suffisamment forte et mature pour intégrer le collectif de Mess Handball, pourquoi pas dans une saison. Voilà, bon, je pense que le club a analysé le fait qu'elle mettrait peut-être un peu plus de temps à grandir et à progresser, qu'elle doit peut-être devenir une joueuse importante, et ce que tu peux faire en 2 saisons d'un bon club du championnat croate. Voilà, c'est une stratégie, mais ça prouve aussi que le club compte sur elle, on verra bien. Finalement, Mess Handball se donne un peu le choix, puisque Anne-Emmanuelle Augustine revient pour 2 ans. Ouais. Il y a un prêt de 2 ans à côté. Ça veut dire que sur la 3e saison, le club a un petit peu, entre guillemets, le choix entre les joueuses. Celle qui aura le mieux performé aura son contrat. C'est une forme de concurrence à distance, finalement. Ouais, c'est un petit peu ça, parce que Anne-Emmanuelle Augustine a aussi tout approuvé à Mess Handball. Elle aussi franchit les paliers. Elle a franchi le palier de devenir une joueuse confirmée du championnat de France, voilà, en venant de Mess Handball à la base. Elle revient là, on l'attend maintenant au niveau du dessus, au niveau qu'a franchi Camille quand elle est venue à Mess Handball, c'est-à-dire de passer de très très bonnes joueuses à ton poste dans le championnat à très très bonnes joueuses à ton poste, mais au niveau mondial. Voilà, on verra, c'est un cap très compliqué à franchir, il y en a beaucoup qui le franchissent, il y en a pour certaines, c'est un blocage parce que l'exigence, elle est extraordinaire. Voilà, mais comme tu l'as dit, c'est peut-être une concurrence à distance entre les deux, et ça va être intéressant à regarder. Camille, qu'est-ce que tu penses de cette opportunité de se développer pour Mia, qui revient au pays, mais qui aura certainement de grosses attentes sur ses épaules? Je pense que c'est bien pour Mia de revenir chez elle. Je pense que ça fait un moment qu'elle est partie aussi très jeune, et c'est dur de partir On de néglige chez ça, soi. partir de Exactement, chez soi pour le parce sport. qu'elle est arrivée de Saint-Amand. Je sais plus où elle était exactement avant, mais je sais pas si elle n'était pas déjà partie aussi dans un autre pays. Quand tu as 18 ans et que tu pars de chez toi, que tu arrives dans un pays dont tu parles pas la langue, qu'après tu arrives à Mess Handball avec les exigences qu'on connaît tous ici. Voilà, quand tu es avec une fille à ton poste qui surclasse tout le monde, c'est aussi compliqué de faire sa place. Et je pense que ça va lui faire du bien de retourner aussi peut-être chez elle, dans son environnement. Moi, je la vois au quotidien. Mia, depuis le début de saison, elle a énormément progressé. Et ces dernières semaines, je trouve qu'elle a aussi encore passé un cap où je la sens beaucoup plus libérée, et qu'elle elle se pose peut-être moins de questions, qu'elle ose plus, et elle a énormément de qualités, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut lui faire du bien si elle arrive à prendre le bon bout, et de se dire que tout ce qu'elle a vécu ici, tout ce qu'elle a appris, que ce soit sur le terrain, humainement, pour se renforcer mentalement, si elle le met en application à Podravka avec, je suppose, le temps de jeu qu'elle aura, il y aura aucune raison pour qu'elle continue pas à progresser, et je sais que le club a beaucoup d'espérance en elle, et je pense que j'espère en tout cas vraiment pour elle qu'elle arrivera à tracer son chemin pour revenir là où elle veut être, et juste qu'elle soit là où elle se sent bien, où elle peut performer. Je l'avais rencontrée il y a quelques semaines, justement, au cours d'un entretien où elle revenait aussi sur ses ambitions et son envie de développer son handball et de jouer au meilleur niveau. Vous pouvez retrouver l'entretien sur moselle.tv. On va pour le moment parler d'un autre mouvement qui a été annoncé, c'est au poste de gardienne, avec le nouveau prêt de Mélanie Alter. Tout le monde attendait un petit peu de savoir ce qui allait lui arriver après son prêt actuel. Elle a fait une très bonne saison jusqu'à maintenant avec Saint-Amand. Elle a de bonnes stats. On en parlait aussi lors d'un entretien il y a quelques semaines. Et on savait qu'elle allait repartir en prêt, comme Mess Handball ne comptait pas sur elle pour la saison à venir. Il restait à savoir quelle allait être la destination. Eh bien, c'est la Hongrie avec Moson Magyarovar. Il faut réussir à le prononcer, on va s'y habituer. Rémi, c'est plutôt pas mal ce prêt, parce que c'est un club qui joue le top 4 en Hongrie, donc il va se frotter à de grosses écuries, et puis aussi à des échéances européennes. C'est hyper positif parce qu'elle aussi, elle monte les escaliers. C'est-à-dire qu'elle va franchir encore un autre step. Dès l'instant où Mess Handball ne compte pas sur elle pour l'année prochaine, il faut lui trouver un challenge intéressant. Et je trouve que voilà, elle s'est imposée dans cette équipe de Saint-Amand. Elle a des statistiques très intéressantes. Elle est devenue une joueuse importante.
Là, elle va alors connaître le dépaysement, et ça, c'est pas facile. Donc, c'est être confrontée à une difficulté autre que la difficulté du handball. Elle va connaître un championnat concurrentiel où elle va jouer contre quelques-unes des meilleures équipes d'Europe très régulièrement. Et il se posera la question de son retour à Metz Handball à un moment donné, parce que Metz Handball a formé de trop bonnes gardiennes pour passer à côté d'une gardienne qui a le potentiel de Mélanie Alter. Voilà, moi je comprends que Metz Handball ne compte pas encore sur elle pour la saison prochaine, que ce club attend encore une confirmation supplémentaire, et je trouve que voilà, il est idéal de voir les progrès qu'elle fait, parce que elle a été propulsée au vu des circonstances très vite, très haut à Metz Handball. Elle a fait un Final Four alors qu'elle n'avait aucune expérience à nage à cause de circonstances, à cause de blessures. Et il est intéressant de l'avoir progressé à ce point. Je suis convaincu qu'elle va être une excellente gardienne. Et pour le coup, autant je me posais des questions sur le prêt de 2 ans de Berkic, autant là, l'avoir partir une année loin du confort du championnat français, surtout dans un championnat où l'adversité est énorme, c'est hyper positif pour elle. Alors elle vient d'un club dont on a entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est le club d'origine de Sophie Zmeret qui viendra renforcer les rangs des Dragons. Donc je vais le redire une dernière fois, Moson Magyarovar. C'est la dernière fois que je le dis, ça va être trop compliqué après. Camille, toi tu seras tranquillement dans ton canapé puisque tu as prolongé pendant qu'elles seront en train de se croiser peut-être sur l'autoroute et de se faire coucou. Dans mon canapé, pas sûr. Pas sûr. Sur les terrains et en prépa, j'espère. C'est sûr, c'est sûr. Mais sur le principe, en tout cas, toi, tu es plutôt tranquille de ce côté-là avec ta prolongation. Elles vont se croiser et essayer chacune de faire leurs preuves dans leurs nouvelles aventures. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce nouveau prêt pour Mélanie Alter, qui va pouvoir découvrir aussi l'étranger? Je pense que ça peut être une bonne chose si elle arrive à vraiment le prendre avec tout le positif que cette expérience peut lui apporter. Mel, c'est une fille qui est très ouverte socialement, qui est vraiment une crème, et j'ai aucun doute qu'elle va faire tous les efforts pour réussir à bien s'acclimater, à faire en sorte de bien s'intégrer. Je me suis même persuadée qu'elle va tout faire pour apprendre et comprendre tout ce qui se peut sur la langue, même si le hongrois c'est très compliqué. Après, c'est sûr que de partir comme ça à l'étranger tôt, c'est un pari, mais qui je pense, vu son caractère, peut être gagnant, mais qui peut aussi être très difficile. Donc voilà, il faut juste le prendre comme une expérience de vie qui, je pense, peut aussi... Je suis jamais partie à l'étranger, mais je me doute que quand tu pars à l'étranger, encore plus quand tu es jeune, tu gagnes peut-être 2-3 ans de maturité plus rapidement que ce que tu pourrais avoir en restant dans ton pays natal. Donc voilà, j'espère pour elle qu'elle va réussir à s'épanouir et à progresser encore et à performer pour tirer profit au maximum de cette expérience. En tout cas, on va suivre forcément ce qui va se passer pour Mélanie Alter du côté de Moson Magyarovar. Et si je l'ai redit encore une fois, ça commence à passer tout seul. On va vraiment bien s'y habituer. On va tout de suite revenir plutôt sur l'actualité du moment, puisqu'il y a une saison, il y a un match à jouer. On va revenir vers la saison 2023-2024. Ce sera notre deuxième mi-temps. Et ce samedi, c'est la reprise de la Ligue Butagaz Énergie aux arènes avec la réception de Toulon. Un match, je vous le dis déjà, qui sera à vivre en direct sur Moselle TV. Pour commencer, je vous propose de jeter un œil au classement de la LFH. On se le remet un petit peu en tête. Il y a Brest qui est au sommet, bien sûr. On continuera à surveiller ça de très près, mais c'est un cran derrière. Un peu plus loin, on retrouve les autres gros, entre guillemets, du championnat. Nantes, Paris, Chambray. De son côté, Toulon est actuellement 12e au coude à coude pour disputer le maintien avec les Pirates, avec Mérignac, Saint-Amand et Nice. La Stella est un poil plus décroché. Camille, au match aller, ça s'était plutôt bien passé à Toulon. Il y a eu un écart qui s'était creusé assez rapidement, c'était monté jusqu'au plus 10. Toulon avait tenté de revenir un petit peu en deuxième mi-temps quand Metz Handball a un petit peu tourné, mais finalement ça avait été une victoire assez maîtrisée. Oui, on avait fait une très bonne première mi-temps au match aller. On avait eu un début de deuxième assez cata, un scénario qui a pu nous arriver plusieurs fois dans la saison, de faire un peu des hauts et des bas. Et on avait réussi à repartir avec la victoire. On était parti, c'était dans une période où on était parti, je crois, avec 3 matchs en une semaine. On avait enchaîné 2 matchs là-bas. On était allé directement à Plan-de-Cuq. Ça avait été un peu encore C'était le road trip de Metz Handball. Voilà, un road trip. C'était après Vipers. Je crois qu'on avait fait Vipers Toulon, Plan-de-Cuq en 5 jours.
tour. Donc, c'est aussi toujours compliqué d'aller jouer et de recevoir aussi ces équipes-là. J'ai été des deux côtés. J'ai été aussi une équipe qui joue le maintien et je sais comme c'est dur et l'énergie que tu peux déployer quand tu joues le maintien. Il n'y a plus de play-down, donc c'est aussi encore différent. Donc voilà, je sais que Toulon, ça reste un club qui est en difficulté ces dernières années, qui essaye un peu de remonter la pente sur pas mal d'aspects autour. Mais voilà, le Toulon performant d'il y a 10-15 ans n'est plus. Mais on sent qu'il y a eu pas mal de changements et qu'il y a la volonté peut-être de repartir avec un air nouveau, des nouvelles structures autour, un nouvel encadrement et une toute nouvelle ossature d'équipe aussi. Donc voilà, de toute façon, toutes les équipes qui jouent dans ces équipes un peu moins bien classées dans le championnat savent que pour elles, c'est la guerre tous les week-ends. Et quand tu viens jouer à Metz, on sait aussi qu'il y a encore un supplément d'âme qui te vient. Donc encore une fois, il va falloir faire très attention, prendre le match au sérieux comme on le fait, comme les filles le font depuis qu'elles sont revenues à l'entraînement avec tout le monde mardi. Et puis, de toute façon, on ne peut plus perdre de points. Donc, c'est interdit, là. Quand tu es dans cette position de jouer le maintien et que tu vas jouer Metz Handball, comment tu abordes ce match-là? Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu, parce qu'on a l'impression que certaines équipes viennent et acceptent presque la défaite, quand d'autres, à l'instar de ce qu'a fait à Renheim lors du dernier match, viennent un petit peu avec le couteau entre les dents, l'ambition d'en découdre et d'aller chercher un résultat. Ça va être compliqué quand même de jouer ta survie en sachant que tu vas jouer un ogre qui ne perd quasiment aucun match face à ce genre d'équipe. Je pense que c'est surtout toutes les équipes arrivent avec le couteau entre les dents et surtout une pression qu'elles auraient peut-être pas si elles jouaient contre un concurrent, un adversaire direct du maintien. Et je pense que quand tu abordes le match comme ça, c'est aussi, t'es plus libéré et t'as juste envie de prendre plaisir et chaque but que tu vas marquer, chaque arrêt que tu vas faire va être décuplé parce que c'est contre Metz, c'est contre Brest, c'est contre Nantes. Et le match à Renheim, je pense aussi que ça dépend de comment nous, en face, on va répondre. Si on n'avait aussi pas laissé la possibilité à Renheim d'exister comme elles l'ont fait pendant la première mi-temps, même si on savait que c'était un scénario probable, ça aurait été aussi peut-être, comme tu dis, tout autre et elles auraient peut-être baissé les armes et juste déroulé le match. Donc je pense que c'est toujours aussi à nous d'imposer le rythme qu'on a envie d'imposer, mais si par contre on n'est pas vigilante et qu'on tombe un peu dans leur mode à elles et qu'elles arrivent à tourner le match de la manière dont elles le veulent, ça peut vite être compliqué. Et quand on sent qu'il y a possibilité, c'est toujours plus facile de s'agripper que d'être celui derrière qui on court et de devoir toujours se retourner, de se dire « Ah mince, chaque heure va peut-être coûter ». Donc voilà, il y a toujours... il suffit que ce soit un mauvais jour, qu'on joue très mal, qu'elle joue très bien et tout peut arriver encore plus dans le championnat et dans le hand aussi encore plus, ça va super vite, donc faut faire attention. On peut rappeler que l'année dernière, Toulon avait failli faire bien peur aux Dragons. Il y avait eu un match qui s'était soldé par un 32-33 qui s'était décidé sur le fil. Donc attention, il faut toujours se méfier. Camille, cette équipe toulonnaise, tu l'as dit, tu la connais bien puisque tu as évolué pendant plusieurs saisons. Le match suivant, c'est contre Dijon, ta ville d'origine, la ville où tu as débuté aussi le handball. Qu'est-ce que tu gardes de ces époques-là, de cette époque à Dijon, de cette époque à Toulon, de ton évolution dans le hand? Dijon, j'ai pas eu de parcours centre de formation professionnelle là-bas. Moi, je suis d'origine dijonnaise et j'ai fait mon pôle. Après le pôle à Dijon, je suis partie au centre de formation à Toulon, justement, où j'ai fait mes 3 ans de centre de formation et où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc Dijon, ça reste chez moi, c'est ma maison. J'ai encore mes grands-parents qui sont là-bas. Donc j'ai des amis, j'ai une attache particulière parce que c'est d'où je viens et c'est aussi toujours ça me rend un petit peu triste de savoir que je pourrais sûrement pas jouer là-bas devant mes proches et ma famille. Et ça me fait toujours plaisir de revoir des bénévoles encore. Je pense à Gilbert, je lui fais un petit coucou, qui est là-bas depuis que moi j'avais 14-15 ans et que dès qu'on se revoit, c'est des gens qui sont super importants pour les clubs, dont on parle aussi pas souvent assez. Et Toulon, ça reste là où j'ai commencé le parcours professionnel. Il y a eu quelques hauts, il y a eu beaucoup de bas. Ça n'avait pas été une période toujours facile pour moi là-bas. Mais je sais aussi que ça m'a permis de tracer ma route et d'arriver là où je suis aujourd'hui et que
toujours pareil, je suis contente de retourner là-bas pour voir des gens qui m'ont soutenu, mon entraîneur de centre de formation, des supporters, toujours des gens qui travaillent ou qui gravitent autour du club. Et ça reste des moments de partage. Et comme je le disais précédemment, ce pourquoi aussi on fait ce qu'on fait. Comme quand au début d'année dernière, on est retourné à Bourg-de-Péage et que j'ai revu les gens autour. Voilà, ça reste des souvenirs et des liens que tu crées avec les gens. Et je pense que c'est aussi l'essence de ce qu'on fait. Et on va faire un petit coucou à Gilbert et à tous les bénévoles de France parce que sans eux, eh bien, le sport n'est pas du tout Ce qu'il a dit, c'est le intéressant. même. Les gens qui tournent autour. Il y en a énormément dans le handball. Oui, bien sûr. On les voit de moins en moins parce que quand l'équipe de France gagne de plus en plus ou que les clubs comme Brest ou Metz vont de plus en plus loin en Europe, on voit plus que les paillettes et la surface. On voit ce qu'on voit à la télé sur les grandes chaînes. Alors que l'essence, c'est ça, c'est les gens qui tournent autour. Il y en a des centaines, des dizaines dans tous les clubs. À Metz Handball, moi, je pourrais vous faire une liste de prénoms incroyables qui, depuis 20 ans, font que ce club existe et évolue. Alors forcément, il faut une professionnalisation quelque part pour exister à ce niveau-là. Mais les gens qui tournent autour, j'aime beaucoup cette phrase, cette expression-là, parce que ça symbolise tous les gens. Ouais. Et c'est pour ça que ces matchs à Dijon, ces matchs à Bourg-de-Péage, dans tous ces coins, ont un intérêt aussi. C'est parce qu'il y a les gens qui sont autour. Pour eux, c'est une fête du handball et c'est grâce à ces gens-là que le handball féminin en est là aujourd'hui. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, on les salue et on compte sur eux pour continuer à aider le sport à se développer et puis aussi les athlètes à se sentir chez elles parce qu'ils servent aussi à ça, les bénévoles. En tout cas, on va passer tout de suite à notre dernière partie d'émission, c'est la conférence de presse. Alors Camille, j'ai envie de poursuivre un petit peu sur la question qu'on abordait précédemment. J'ai retrouvé une interview de toi en 2015 que tu donnais au bien public. Tu étais à Toulon depuis très peu de temps et ton objectif c'était de jouer le plus possible en National 1 et continuer à briguer tes chances en équipe de France Espoir. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et les objectifs se sont un tout petit peu actualisés depuis. C'est génial que tu me reparles de ça parce que je m'en souviens très bien. Et quand on parle des gens qui soutiennent, ce sont des petits détails, mais encore maintenant, les journalistes du bien public pensent à moi, même si je suis bien loin depuis des années de Dijon. Je vois beaucoup d'articles, la Dijonnaise, Camille Depuzet a fait ci, a fait ça. Et ça fait chaud au cœur parce que oui, je me souviens de cet article, je venais d'arriver à Toulon, je venais de passer mon bac et je jouais en National 2 à Dijon où j'avais pas aussi énormément de temps de jeu. Du coup, j'étais venue pour jouer en National 1 à Toulon et je savais que voilà, si j'avais envie de construire quelque chose, il fallait que je le prenne étape par étape. Et maintenant, t'as toujours envie de plus et c'est super que tu me reparles de ça parce que ça te montre aussi des fois, voilà, prendre un peu de recul parce que il y a 10 ans, tu me dis, OK, dans 10 ans, t'es là. Je te dis, bah oui, carrément, d'accord. Et aujourd'hui, tu veux toujours plus et du coup, t'as toujours un peu de mal et c'est un peu naturel de prendre la mesure de déjà tout le parcours qui a été fait et d'être reconnaissant, d'être là où tu es aujourd'hui, de reconnaître que ça n'a pas été simple, que c'est bien de toujours vouloir être ambitieux et ça montre que tu as encore envie de progresser et d'avancer, mais qu'il faut voilà parfois se stopper et se dire bon ok, prends aussi un peu plaisir, sois fier de toi, c'est bien. Il y a la petite fille que t'étais, elle serait fière de là où t'es aujourd'hui. Donc, continue de bosser, mais oublie pas que t'as déjà rempli pas mal de cases que tu voulais cocher. Donc, c'est vrai que c'est cool que tu me reparles de ça. On va pas se mentir, les cases, il y en a beaucoup qui sont cochées depuis 10 ans de ton côté. Mais il y en a Avoir encore. le temps de jouer en National 1, c'est fait. Ça va, le temps de jour national 1. Justement, on va l'annuler, le temps de jour national 1, c'est plus nécessaire pour Camille. Rémi, est-ce que tu as une question? Ouais, moi je voulais vraiment une question spécifique sur ton poste. Le poste de gardien en handball, de gardienne, est un poste où il y a beaucoup de style. On reconnaît facilement une gardienne à sa gestuelle, à ce qu'elle impulse. À quel point tu t'inspires des autres pour progresser? Est-ce que quand tu regardes, on parlait de regarder les matchs à la télé, est-ce que quand tu regardes un match de handball, quel qu'il soit, tu regardes forcément ce que fait la gardienne, tu te focalises là-dessus? Est-ce que on s'inspire forcément des autres ou est-ce qu'au contraire, on se forge sa propre expérience et on se fait sa propre progression? Quand j'étais plus jeune, je pense que je regardais forcément ce qui se faisait pour essayer de m'inspirer, de voir de manière technique. Voilà, il y a des gardiennes, des gardiens qui sont très techniques, qui sont que dans ce registre-là. C'est du placement, c'est de la lecture, c'est vraiment aussi un pari de ce qu'on a vu en vidéo.
T'en as, des fois, ils sont 3 heures avant que la fille tire, parce qu'ils savaient là où ça allait. T'en as d'autres où c'est un style complètement différent. C'est de l'instinct pur, c'est de la folie démesurée du poste de gardien de but encore plus. Mais je dirais que ça fait quand même... allez, quand même, je pense, 4 ans que je me dis qu'il faut aussi que je construise mon propre style et ma propre identité de jeu. Et que, bien sûr, il faut toujours s'inspirer et voir où tu peux progresser. Mais que je pense que je suis aussi maintenant à un âge et à un poste et à une responsabilité où je dois affirmer qui je suis dans mon identité de jeu, dans mon identité de gardienne et assumer totalement ça. Et justement, c'est aussi dur parfois de forger son identité et son jeu sans qu'on essaye trop de te changer ou te moduler. Donc, je suis encore jeune, je peux encore apprendre plein de choses, mais je pense que maintenant, ça y est, il faut aussi que je sois qui j'ai envie d'être sur le terrain et que j'agisse comme je le ressens, comme j'ai envie d'agir. Et pour moi aussi, peut-être par la suite, j'espère pouvoir peut-être inspirer certaines ou certains jeunes gardiens ou gardiennes. Mais voilà, je pense qu'en plus, j'ai un style plutôt complémentaire de pas mal de choses. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, j'essaye de créer ma patte et de la porter où je vais. Camille, il nous reste peut-être une toute petite minute. J'ai pas forcément une question à te poser. Au contraire, j'ai envie de te tendre une perche sur une initiative que tu soutiens. Tu es marraine d'une association qui vient en aide à des enfants à Madagascar. Tu t'es beaucoup exprimé sur les réseaux à ce sujet. Parle-nous un petit peu de ça. C'est gentil de me donner la parole pour parler de ça. Ça me tient à cœur. C'est vrai que j'ai souvent dit que je voulais pas être qu'une joueuse de handball, que je voulais pas aussi qu'on m'identifie que comme une gardienne de handball et que voilà, il y a beaucoup de projets que j'ai envie de mettre en avant et si ma notoriété, si vraiment je peux dire ça comme ça, de sportive me permet de le faire et de prendre la parole, j'ai envie. Voilà, il y a plein de sujets qui me touchent. J'ai aussi été ambassadrice des cycles menstruels et je le suis encore avec la Ligue féminine de handball et ça me tient aussi à cœur. Et voilà, récemment, j'ai décidé de m'engager avec l'association Grandir ailleurs, qui est une association qui vient en aide aux enfants à Madagascar. Notamment dans la région d'Antsirabe. Et un projet Grandirand a découlé de cette association. C'est un projet qui a été orchestré et soutenu par Rand Solidaire, un organisme de la Fédération française de handball. Et du coup, cette association vise à aider le développement et de tout ce qui est développement. Il y a plein de problèmes à Madagascar. C'est au-delà des pays en guerre, c'est le premier pays le plus pauvre au monde. C'est pas que les cartes postales qu'on voit. Et le but, c'est d'aider les enfants à se développer dans plein de secteurs, que ce soit la scolarité, la vie en général, et par le sport. Donc voilà, l'inclusion par le sport. Donc il y a plein de projets qui sont mis en place. Créer un championnat interassociatif pour développer le handball là-bas, créer des terrains multisports, continuer à aider les animateurs et les encadrants à accompagner les enfants pour réduire tout ce qui est pauvreté, inégalité, précarité, que ce soit alimentaire, menstruelle encore. Et du coup, je suis ravie de pouvoir aider, si je le peux, à en parler, parce que je pense qu'on peut tous agir aussi à notre échelle et que déjà en parler, c'est aider. Donc, il y a plein de projets, j'ai envie de mettre plein de choses en place. Je vais prochainement aussi avec l'équipe et avec du coup aussi Mathilde Ploton qui joue à la Stella Saint-Maur qui m'a un petit peu embarquée avec elle mettre en place une collecte de vêtements. Donc, tous les vêtements de sport seront les bienvenus à prendre. Il y a aussi une cagnotte en ligne qui a été créée. Donc, je rassure les gens parce que j'ai eu la question. C'est tout à fait sécurisé. Les fonds vont à l'association. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez participer à hauteur de 1 euro à 400 euros. Il y a aussi la mise en place. Vous pouvez sélectionner des lots. Vous pouvez donner un montant pour payer un jeu de maillot, une cage de handball, une paire de chaussures, une paire de chasubles. Donc on a l'impression que nous, on joue avec des ballons qui sont peut-être pas gonflés et plein de colle, mais pour eux, ce sera un luxe incroyable. Donc si tout le monde peut agir à son échelle pour essayer de rendre ce monde un petit peu meilleur, faisons-le. Donc j'espère que ça va avancer. En tout cas, je suis très contente, vraiment très fière de pouvoir aussi représenter ce projet et être la marraine de Grandirand et de Grandir ailleurs.
Et on peut que saluer ces initiatives et le fait que des sportifs puissent s'y greffer pour apporter leur soutien. Ça ne pourra qu'aider, bien sûr. Moi, je dois rendre l'antenne désormais et je vous donne tout simplement rendez-vous demain pour le match face à Toulon. Et sinon, ce sera pour un nouveau Dragon Mag vendredi à 18h30. À bientôt.